mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, critique d'art et commissaire de l'exposition en cours actuellement au Jésus, situé à 1200 rue de Berry, au centre-ville de Montréal, dans le quartier des spectacles. L'Art Expo regroupe 9 artistes des pays différents, de la Corée du Sud, de la Roumanie, du Portugal, du Canada, certes, et bien sûr du Québec. Or, quelques-uns de ces artistes nous rejoignent à l'instant pour parler de leur engagement dans les arts visuels. Et à chaque artiste, je pose une question. Celle-ci. Pourquoi faites-vous de l'art? Janine Boutillier, qui nous rejoint d'Eastman, dans les cantons de l'Est. Pourquoi faites-vous de l'art? Parce que j'aime ça. La réponse est très simple. C'est devenu une passion. Depuis la COVID, je peins depuis toujours, mais c'est par temps, sporadique. Mais depuis la COVID, je peins presque tous les jours. C'était mon moyen de passer à travers cette épreuve collective, là. Alors moi, je me suis mis du matin au soir à peindre et maintenant, je suis addict. Mais je peins le soir. Je peins plus le jour, je peins le soir. Alors voilà, c'est pour moi, je dirais même une façon de vivre. Ce qui m'intrigue dans votre cas, Janine Boutillier, dont les œuvres se trouvent au Jésus, à l'Art Expo, c'est que vous êtes femme d'affaires, vous êtes entrepreneur. Ouais. Alors normalement, on dirait, mais avec les affaires, comment joindre les arts visuels? Je ne sais pas. Ça se passe comme ça. Il faut dire que je suis d'une famille d'entrepreneurs. Hein? Mon père était un entrepreneur. Il était javeliste. Il embouteillait l'eau de javel. Et ses frères aussi, eux, ils emboutteillaient le lait. Et j'ai hérité, je dirais, de cette fibre de... Écoutez, c'est pas difficile pour moi. Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pas de. Tous les problèmes ont une solution. C'est ça, puis je m'en fais pas. Bon, OK, là, il n'a pas payé, c'est pas grave. Non, écoute, je résous les problèmes aussitôt qu'il y arrive. Et ce qui m'intrigue dans votre art et dans votre personnalité, de votre carrière comme femme d'affaires, comme entrepreneur, vous êtes, Janine Boutillier, gestionnaire. Et j'ai l'impression, quand je regarde vos toiles actuellement exposées au Jésus, dans le cadre de l'Art Expo, vous avez transposé ce sens de la gestion sur le plan pictural. J'en ai aucune idée parce que je peins avec instinct et je ne sais pas d'une toile à l'autre où je vais aller. Ça fait que ce que vous m'apprenez, je ne sais pas. Peut-être que je transpose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a bien des choses que je ne sais pas. Alors, comme j'avais dit, à chaque artiste, en faisant référence au film documentaire d'Alanis Obomsawin à mon sujet, professeur Normand Cornette, la seule chose qui compte, c'est une réponse honnête. Et voilà, on vient d'avoir une réponse très honnête de la part de Janine Boutillier. Et on va poser la même question maintenant à Noël Deroux-Lemos. Et Noël Deroux-Lemos, pourquoi faites-vous de l'art? Dans mon cas, je crois que j'ai toujours fait de l'art, mais pas nécessairement sous forme picturale. J'ai fait de l'assemblage, j'ai écrit depuis peu de temps. Je récupère des choses je dirais presque dans les dépotoirs, que je désinfecte bien sûr, et que je récupère régulièrement.
Et puis à un moment donné, ça me prend, je me mets à faire. Mais je n'ai jamais porté beaucoup attention. Je rangeais tout ça dans des dossiers. Puis, et à un moment donné, c'est ressurgi. Et me revoilà donc en train de participer à cette magnifique exposition au Jésus. Voilà. Et encore, moi qui a créé il y a 36 ans l'approche dialogique aux arts et à l'éducation, je favorise foncièrement une approche transdisciplinaire. Or là, on vient de voir une femme d'affaires, artiste, Janine Boutillier, et dans votre cas, Noël Deroux-Lemos, qui est du Portugal. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Vous êtes une anthropologue professionnelle. Vous avez fait des recherches anthropologiques dans les Caraïbes. Vous avez œuvré longtemps dans le Grand Nord, chez les Inuits. Pour vous, comment faire le lien entre l'anthropologue et l'artiste visuel du Portugal, Noël Deroux-Lemos? Je reprendrai un petit peu comme Janine Boutillier. C'est la vie qui vous met dans des circonstances. Il se trouve qu'à un moment donné, j'étais au tout début de mon bac en anthropologie à l'Université de Montréal, et on me donne une bourse pour aller dans les Caraïbes. Là, je ne savais pas très bien quoi faire parce que vous aviez 6 semaines pour faire une recherche. Il fallait trouver quelque chose de facile. Donc, je vais en Guadeloupe et je découvre un article de Paul-Émile Victor sur la poterie caraïbe dans le sud de la Martinique. Donc, je prends l'avion, je me rends là, et puis de fil en aiguille, je me retrouve dans l'article comme Paul-Émile Victor, encore une fois, tout à fait par hasard, avec qui j'ai un petit peu correspondu, en train de faire des recherches sur les Inuits. Et bon, c'est la vie qui vous ouvre des portes comme ça sur lesquelles il faut absolument se précipiter. C'est le miracle de la vie, c'est ça, c'est de vous offrir des opportunités que vous ne devez pas laisser échapper. Bien dit, Noël Deroux-Lemos. Alors, tout à côté, originaire de la Roumanie, est l'artiste Vasile Trif. Eh bien, vous, Vasile Trif, qui a un parcours fascinant dont on parlera tout à l'heure, pourquoi vous faites-vous de l'art? Je pense que c'est ma manière de m'exprimer dans cet univers visible et invisible. Et je suis né dans une famille qui effectivement aime l'art plastique. Mon père, il est aussi peintre et sculpteur. Et il a une grande collection d'icônes sur verre de Transylvanie et une grande collection de céramique. Donc, je suis effectivement né dans une espace qui circonscrit l'art. Et ma ville natale est aussi un centre très important de l'art plastique. Donc, je suis effectivement lié à cette manière de comprendre la vie, de transférer toutes les émotions de la vie sur les toiles, sur le papier, parce que je travaille beaucoup sur le papier, en Technique Mix. Donc, en grande ligne, c'est comme ça. Et votre formation est tout à fait dans d'autres disciplines. Vous détenez un baccalauréat en philosophie, vous détenez également un baccalauréat en théologie, vous détenez de plus un baccalauréat en travail social et vous-même, vous êtes travailleur social auprès des aînés dans une résidence d'une congrégation des sœurs catholiques. Alors, comment vous réalisez cet ensemble théologie, philosophie, travail social, les arts visuels? Oui, tout à fait. C'est tout à fait d'accord. J'ai 3 chapeaux à gérer. J'essaie toujours de les gérer d'un grand professionnalisme en même temps, parce que tous les 3 touchent la vocation, parce que pour être travailleur social, c'est une vocation, parce qu'il on travaille avec les gens, il faut avoir l'intelligence émotionnelle pour bien relationner avec eux.
D'un point de vue pastoral comme prêtre, parce que je suis aussi prêtre pour la communauté roumaine de Saint-Eustache des Montagnes Blainville, ça prend effectivement un fort lien sur l'axe aussi horizontal avec la communication avec les gens, sur l'axe vertical, le sacré. Et en tant que aussi j'ai des études un baccalauréat en philosophie, donc j'essaie effectivement de compléter ma vision dans le monde. J'ai écrit également de la poésie, donc je suis en train de finir un recueil de poèmes bilingue, roumain et français, qui sera publié en Roumanie probablement à la fin de cette année. Donc, je travaille avec la maison d'édition à Cluj, en Roumanie. Et j'ai eu l'honneur de collaborer pour ce recueil avec le grand linguiste, poète et traducteur Jean Poncet, qui a traduit l'œuvre de Lucien Blaga, un grand philosophe et poète roumain. Donc, je suis vraiment occupé, quand même occupé. Alors, disons plus précisément, le révérend Vasile Trif, c'est une première dans le cadre des expositions dont je suis commissaire, d'avoir un membre du clergé, parce qu'il est ordonné prêtre dans l'église roumaine orthodoxe, et dans cette église-là, on peut se marier, on peut avoir des enfants, une famille, et vous venez de souligner, je crois que c'est le dénominateur commun chez chaque artiste dans l'exposition au Jésus, l'art expo, c'est que c'est la polyvalence de la condition humaine. On ne peut pas réduire l'être humain à une seule étiquette. L'esprit humain échappe des étiquettes. Et c'est d'autant plus intéressant de faire ce lien entre les arts visuels et le sacré, parce que cette exposition se passe dans le Jésus. Or, je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité, à l'origine, le Jésus, c'est le siège de la société de Jésus, qu'on appelle communément les jésuites. Or, on se dit, mais quel est le rapport entre les jésuites et les arts visuels? Eh bien, je rappelle que la société de Jésus a commencé avec un ancien soldat blessé sur le front, hospitalisé, et qui l'a réfléchir sur la raison d'être, et en particulier la sienne, son nom Ignace de Loyola, qui fonde les jésuites. Et ça se passe à quel moment? Eh bien, en pleine Renaissance, dans les années 1500. Or, les arts et le sacré, les arts et la spiritualité allaient de pair chez le fondateur de la Société de Jésus, qui lui-même est un personnage de la Renaissance, l'âge d'or des arts visuels en Occident, dans la culture occidentale. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi, comme spécialiste en sciences des religions. Il a publié, lors de sa convalescence dans l'hôpital, un petit recueil qui s'intitule « Les exercices spirituels », qui est devenu maintenant un manuel de la spiritualité. Eh bien, dans mon approche dialogique aux arts et à l'éducation, on contemple les arts visuels tout comme on médite les Écritures saintes. Et ça, en suivant l'exemple d'Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Eh bien là, on a l'Isabelle Filiatro qui est avec nous. Son nom d'artiste, c'est bien Isabelle. Et je suis ravi finalement de collaborer avec l'Isabelle Filiatro. On communique depuis 2 ans au moins.
Et vous savez, j'ai comme engagement en tant que commissaire et critique d'art, je présente seulement les artistes et les œuvres que j'ai rencontrées, que j'ai vues de mes propres yeux. Eh bien, voir l'atelier de l'Isabelle, voir ses œuvres, c'est y croire. L'Isabelle, pourquoi faites-vous de l'art? C'est sûr que tous les artistes aiment de la visibilité. On aime faire des gros impacts dans les résidences. L'art, j'ai commencé à peindre, j'étais très jeune. J'ai toujours eu un crayon à la main, au téléphone. J'ai commencé dans les tout débuts. J'ai reproduit beaucoup de Salvador Dali, des Picasso à la lettre. Donc ça, j'ai toujours appelé ça avoir un don, être capable de prendre une image et la reproduire. Je faisais toutes mes couleurs aussi à partir des couleurs primaires. Et puis, je suis une personne, j'étais assez studieuse, alors j'avais des bonnes notes à l'école. Puis c'est sûr que mon cœur était aux arts, mais mes notes ne justifiaient pas d'aller comme artiste. Donc, on a toujours peur comme artiste, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. On devient à la merci du public. Si les gens nous aiment, ça va fonctionner. Si les gens ne nous aiment pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, j'ai étudié en matériaux composites. J'ai étudié à Saint-Jérôme, j'ai gradué, j'ai travaillé chez Bell Hélicoptère, j'ai vendu des services d'ingénierie toute ma vie, puis j'ai vendu des matières premières à Bombardier. Donc, moi, je suis spécialisée en produits aéronautiques. Et puis, je suis spécialisée en grand format. Vous voyez en arrière de moi, on ne le voit pas tout le long, mais c'est un tableau de 22 pieds de long en un seul morceau. Donc, ça, c'est le plus long que j'ai fait en un seul morceau. Mais j'aime bien quand on entre dans un espace, faire un gros impact. Et puis, je crois aussi que mon art est thérapeutique. Donc, on se perd dans mon art, on décroche, puis on crée une connexion avec l'œuvre personnelle qui se décrit pas. Donc, chaque personne, il y a des gens, des fois, qui sont inconfortables devant l'art abstrait parce qu'ils ne savent pas quoi voir ils savent pas, ils comprennent pas. Ils veulent vraiment avoir une référence. Fait que souvent aussi, je vais peindre des œuvres qui sont semi-figuratives. Donc, le fond va toujours être abstrait, mais je vais faire un cheval, un taureau, un corps de femme, un visage, juste pour donner une référence aux gens pour qu'ils soient plus confortables, en fait. Et puis là, ils peuvent dire, ah ben ça, c'est ça. Mais mes grands collectionneurs, 80% de mes œuvres sont abstraites. Et puis, j'aime beaucoup donner j'appelle ça un cadeau, parce qu'on décroche, puis on voit ce qu'on veut, puis je trouve que c'est un lâcher-prise, puis ça fait du bien. Donc, moi, je suis vraiment spécialisée en texture, couleur, puis format. Et là, je me permets de faire le pont avec Janine Boutillier. C'est que Janine Boutillier est femme d'affaires, elle est entrepreneur. Or, dans votre cas, l'Isabelle, vous êtes artiste dont l'art est devenu, n'est-ce pas, une entreprise. Parce que vous travaillez à grande échelle. Vous faites de l'art des commandes pour les hôtels, pour des chaînes d'hôtels. Vous meublez de votre art des salles de réception. Vous pourriez nous parler de ce pont, faire le pont entre l'artiste et l'entrepreneur. Et je le souligne parce que je fais également des ateliers dialogiques avec des professeurs des beaux-arts, et ça depuis 36 ans. Et je me suis rendu compte, chaque artiste, peu importe que ce soit l'art abstrait, que ce soit l'art figuratif, que ce soit auprès des grandes entreprises ou bien pour les individus, il y a 3 tâches pour chaque artiste. D'abord, créer. Deuxièmement, communiquer son art, ses œuvres. Et troisièmement, administrer. Or, c'est rare que l'artiste peut combler les 3 tâches. Créer, communiquer, administrer. Et je vous donne un exemple, je fais beaucoup de visites d'ateliers, comme j'ai fait avec chaque artiste qui est là avec nous sur les ondes de Radio Infocité. Et parfois, j'entre dans un atelier et l'artiste a littéralement des centaines et des centaines de tableaux.
et l'artiste les a pas exposés à aucun moment. Autant d'œuvres inédites. Et là, je me rends compte que cet artiste-là est très axé sur la création. Mais la prochaine étape, c'est communiquer son art par l'exposition, par les médias, ainsi de suite. Et parlons de gérer le corpus, et au fur et à mesure que les années, les décennies passent, comment gérer un énorme corpus, comment vous, Isabelle, vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable comme artiste entrepreneur? C'est sûr que comme artiste, on préfère, c'est drôle parce que moi aussi, je dis toujours ça, et mais même toutes les entreprises, c'est pareil, c'est un triangle. Et la création représente la production, peu importe qu'on fasse des CDOU chez Bombardier. Nous, c'est des œuvres d'art. Ensuite, le point numéro 2, comme vous avez dit, c'est l'administration, la comptabilité, l'administration, c'est très important. Et l'autre côté, moi, j'appelais ça vente et marketing. Vous appelez ça la communication. Il faut les vendre, les œuvres. Sinon, on ne peut plus acheter de matières premières. Donc, c'est un triangle qui est vraiment nécessaire. Puis, toutes les entreprises qui vont bien, ils ont ces 3 points-là très forts. Mais l'artiste, on est seul. Puis, souvent, on fait juste créer. Il n'y a pas une entreprise ou un artiste qui peut réussir sans ces 3 chapeaux-là. Donc, la création, moi, c'est sûr que c'est très fort. Puis, avec mes connaissances chimiques, j'arrive à faire ma production que j'ai besoin. L'administration, bien, c'est sûr que dans les firmes d'ingénierie, j'étais en charge des ventes et marketing. Donc, c'est moi qui étais en charge de faire les salons d'exposition partout. Donc, le côté administration, comptabilité, je me débrouille très bien, mais c'est sûr que j'ai des comptables je ne suis pas comptable, mais je me débrouille très bien pour toutes les facturations. On n'a pas le choix. Sinon, c'est trop de coûts. Et puis, les ventes et marketing, c'est un gros chapeau aussi qui est très difficile. Pour moi, c'est le plus difficile. Heureusement, j'ai un conjoint qui m'aide au niveau des grandes négociations. Mais moi, j'en fais beaucoup, beaucoup aussi. Là. Exemple, là, je vais faire un salon à Vancouver bientôt là, qui s'appelle le IDS. C'est IDS Design Show à Vancouver. Donc, c'est moi qui va s'occuper de tout faire ça, louer l'espace, tout le volet légal et tout. Là. Donc, c'est pas toujours facile. Mais c'est sûr que mon passé, mon expérience fait comme Janine. Puis, je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était contracteur, mon frère, ma soeur, ma mère était la comptable. Donc, je l'ai dans le sang aussi. Là. Mais c'est vraiment, les 3 sont très importants. Puis, s'il en manque un, ça ne fonctionnera pas. Mais il faut travailler fort. Comme artiste, ça prend tout ça. C'est dans l'ADN de l'Isabelle. Eh bien, là, on passe à l'artiste Monique Desiproux qui nous rejoint de Saint-Antoine sur Richelieu. À chaque artiste qui participe à l'Art Expo, actuellement en cours, au Jésus 1200 rue de Bleury, et ça jusqu'au 16 juillet, inclusivement, tous les jours, sans exception. Monique Desiproux, pourquoi vous faites-vous de l'art? Ah, la question à 1000 $. Quand j'ai rempli récemment des demandes de bourse et il fallait que je réponde à cette question et je me suis arraché les cheveux. Alors, pourquoi je fais de l'art? C'est comme une nécessité pour moi. C'est pas, ça relève pas de la raison, ça relève d'un feu intérieur qui fait que je peux pas m'empêcher de faire de l'art. Il fait de l'art de diverses formes. Je suis musicienne de formation. Moi, j'ai étudié en musique. Je suis pianiste. Et je peux pas m'empêcher de jouer du piano, comme je peux pas m'empêcher de dessiner et de peindre. Je suis attirée par ça. C'est une façon de respirer, en fait. Et on parlait tout à l'heure avec Vassil Triff, le révérend Vassil Triff. On parlait de théologie, de philosophie, et vous venez de dire, Monique Desiproux, mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raisonnement à tout cela, et vous avez entièrement raison. Que disait Augustin, qu'on appelle communément Saint Augustin, un des plus grands philosophes de l'Antiquité et théologien? Il disait, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Voilà, c'est de lui cette fameuse phrase. J'ignorais ça. Voilà. Alors, comment vous effectuez une synthèse entre la musique, puisque vous êtes musicienne professionnelle et en plus vous avez publié un livre sur l'importance de la musique
dans l'éducation et dans la vie. Comment vous joignez musique et art visuel? C'est comme un même élan qui me porte, qui me pousse à une même émotion, donc qui se décline en son et en couleur. Alors, par exemple, j'ai un des tableaux qui est dans l'exposition qui s'intitule Hiver, puis ça, je me souviens exactement du moment où j'ai peint ce tableau-là. En même temps, j'ai écrit une composition musicale qui s'intitule Hiver, et ça faisait pas longtemps que j'étais installée ici à Saint-Antoine et j'avais la rivière devant moi, avec des vapeurs blanches qui roulaient sur la rivière. C'était d'une beauté tellement extraordinaire que ça débordait. Alors, dans ce débordement, j'ai peint un tableau et j'ai composé une musique. C'est comme une même émotion esthétique ou un même émerveillement, en fait, qui se décline de toutes sortes de façons chez moi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Comment je fais pour faire la synthèse? Des fois, je me le demande encore parce que c'est des mondes un peu parallèles, mais à l'intérieur de moi, c'est un seul et même monde. C'est un seul et même élan, une même émotion esthétique. Alors, dans ce tableau Hiver, qui est actuellement en exposition au Jésus et qui d'ailleurs me rappelle une feuille, une transcription de musique, je tiens à dire, vous l'avez vécu, le fleuve, le Richelieu, devant vos yeux, en hiver. J'ose croire que votre propos dans ce tableau, c'était de saisir le sublime sur le jet. Absolument, vous le dites très bien, absolument, exactement. J'ai aussi dans mon intégration de la musique avec l'art, je m'amuse à faire des collages souvent de partitions, vieilles partitions musicales. Moi, je viens d'une famille de musiciens, j'ai hérité de vieilles partitions musicales de ma mère, de mes tantes. J'ai des tiroirs pleins. Alors, j'aime ça, les découper, c'est vieux, c'est jauni, c'est beau la graphie d'une partition musicale. Alors, souvent, je m'amuse à intégrer des collages de ces partitions dans mes tableaux. Et ça m'intrigue d'autant plus parce que dans l'histoire de l'art contemporain, il y a un artiste qui fait date, qui est en quelque sorte une plaque tournante de l'histoire de l'art. Je parle certes de Kandinsky, oui, où on voit le lyricisme, où on voit la musicalité des formes et des couleurs. Et ça m'intéresse puisque je présente des ateliers dialogiques sur un phénomène neurologique qu'on appelle synesthésie. Et synesthésie, c'est ce phénomène, il y a une infime partie de la population qui a ce phénomène neurologique, c'est que ces personnes-là, l'instant qu'ils entendent un son, voient des couleurs, et l'instant qu'ils voient une couleur, entendent des sons. Et parfois, c'est très dérangeant pour mais dans la population générale, dans mes recherches de sociologie de l'art, je me suis rendu compte que c'est aussi vrai que monsieur et madame tout le monde associent la couleur rouge avec un certain son et la couleur bleue avec un autre son. Donc, de faire cette association entre couleur et son, entre musique et art visuel. Bon, alors là, je vais poser une deuxième question à chaque artiste qui est présent. Alors, on va avec Janine Boutillier. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile à créer de l'art? Qu'est-ce qui est pour vous le plus grand défi comme artiste? Ouf, c'est une question. Difficile à répondre. Très difficile. On l'a perdu? Non, je suis là, mais je trouve ça difficile de répondre à cette question. Moi, je m'installe devant mon tableau. J'ai comme une routine. Je commence par mes petits carrés, mes petits cubes en bas de la toile. Même si des fois, ils sont déjà là, je commence à repeindre par-dessus, à remettre d'autres couleurs. Puis hop, ça part.
Alors, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui est plus difficile. Pour moi, c'est comme, il s'agit juste de m'asseoir, puis ça marche. Je sais pas. Alors, justement, une des raisons, en tant que commissaire, que je l'avais choisi Janine Boutillier, parce que quel est le propos de l'Art Expo en exposition actuellement au Jésus, c'est de faire le pont entre le jazz et les arts visuels. Or, quel est le principe opérateur du jazz? C'est l'intuition, c'est l'improvisation, de créer dans l'instant même, sur le jet. Or, je raconte à l'auditoire de Radio Infocité mon expérience en entrant chez Janine Boutillier. Il y avait beaucoup de tableaux et j'aurais tant voulu les présenter à l'Art Expo. Mais il y en avait 4 dont j'ignorais complètement les titres. Et j'ai dit à Janine Boutillier, j'aime tout ce que vous faites, mais pour le Jésus, ça sera ces 4 tableaux. Savez-vous le titre de 3 des 4 tableaux? Jazz Session 1, Jazz Session 2, Jazz Session 3. Et je l'ignorais complètement, mais elle avait saisi le jazz comme si je pouvais visualiser ce qui se passe dans le jazz. Donc, encore une réponse honnête de la part de Janine Boutillier. Oui. Oui, je sais pas. Moi, c'est l'intuition. C'est vraiment l'intuition. Et je ne sais pas c'est quoi qui sera mon prochain tableau. C'est comme ça que ça va. Ouais. Alors, vous êtes jazzwoman en visuel. Mais c'est que aussi, je peins en écoutant de la musique et c'est souvent du jazz. Ah, tiens. Alors, une évidence, c'est une évidence, quoi. Alors, Noël de Roux-Lemos, qui est à l'ombre constamment, on ne voit pas son visage. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, le plus grand défi quand vous créez de l'art visuel? Je remarque que j'ai besoin d'être seule. Et au besoin, si je suis en groupe, je m'isole. Par exemple, quand je suis retournée au Portugal il y a 5 ans, j'habitais le Québec, j'ai été invitée à me joindre à un groupe de 5 ou 6 personnes. Et elle peignait, elle faisait des petits dessins dans un coin, elle bavardait entre elles. Et moi, ça m'intéressait vraiment pas le genre de travail qu'elle faisait. Et donc, je me suis mise sur une petite table. Je me mettais automatiquement sur une petite table et je commençais à découper. Donc, j'ai besoin de m'isoler et tout d'un coup, ça sort. Et d'ailleurs, ces collages que j'ai fait à ce moment-là, ils ont fait l'objet d'une exposition l'an dernier au Christchurch Cathedral. C'est rentrer en soi et arriver à le faire et à créer. Voilà. En gros, c'est ça. Alors là, vous rejoignez, me semble-t-il, Noël de Roux-Lemos. Quand j'ai créé l'approche dialogique avec les étudiants et étudiantes universitaires, je me suis rendu compte à quel point ces jeunes, comme moi d'ailleurs, on était dans une course folle qu'on appelle la vie. Et moi, je dirais même, j'ai vu à quel point on vit sur ce que j'appelle la tyrannie de l'urgent. Ouais. Or, que disait Socrate? La vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, pour moi, il fallait, même là où j'enseignais, il n'y avait pas une faculté des beaux-arts, même pas un département des beaux-arts. J'ai dit, mais comment peut-on apprendre à vivre, à respirer, à trouver sa voie, V-O-I-I, V-O-I-E, sans les arts, sans les beaux-arts, sans les arts visuels. Donc, même en tant que spécialiste en sciences des religions, j'ai intégré les arts visuels dans le cursus chaque semestre, année en année, pour pallier, pour combler cette lacune
à mon sens, béante dans l'éducation. Parce que l'enseignement, pour moi, c'est pas pour des notes, c'est pas pour un diplôme, c'est pas pour une vocation, c'est même pas pour un job ou une carrière. L'enseignement, c'est pour la vie. Et je crois qu'il y a un lien foncier entre les arts visuels et la vie. Les arts visuels nous apprennent à vivre, à bien vivre. Eh bien, là, Vassil Trif, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, le plus grand défi quand vous créez des arts visuels? Bon, c'est pas une question facile. J'essaie toujours, donc qu'est-ce que je fais dans mes œuvres, de toucher la partie sacrée intérieure du récepteur, ok? Je trouve que c'est très difficile parce que moi, je perçois l'œuvre comme un lieu de rencontre, ok? Donc, il faut que ce que tu fais comme artiste, il faut qu'il résonne dans la personne qui regarde ton œuvre, qui immerge dans ton univers. Donc, ça, je trouve la chose plus difficile à faire parce que à travers les couleurs, il faut que tu transmettes une sensation, une émotion. Il faut que tu transmettes un sens, ok? Et ce sens est invisible, ok? Parce que j'ai vécu dans un univers depuis mon enfance. J'avais tous les murs avec les icônes en verre, avec les icônes byzantines. Et le concept de l'icône touche effectivement la matière, la couleur, nous renvoie à travers la fenêtre du monde, dans l'autre monde, le monde du sens, le monde d'existence, effectivement, du Dieu. Et la seule, le plus difficile, c'est de capter avec la matière, avec les couleurs, avec toute la matière, la spiritualité. Donc, ça que je trouve plus difficile. Il faut que la personne qui est devant ma toile, ça la touche de manière profonde et il faut qu'elle voit un impact visuel fort. Donc, c'est comme ça que je trouve plus difficile. Mais j'essaie toujours de me dépasser. Mais merci beaucoup, Vassil Trif. Et ça me ramène aux sources de l'approche dialogique aux arts et à l'éducation que j'ai créée il y a 36 ans, parce que je me suis dit, souvent dans les milieux académiques, intellectuels, érudits, on parle en théorie, en abstraction, en thèse, en hypothèse, et c'est très, très abstrait. Or, pour moi, les arts visuels incarnent l'esprit humain. Les arts visuels incarnent la spiritualité. Moi, je crois bien à l'âme de l'être humain. Seulement, je n'en ai jamais vu sans un corps. Donc, c'est une façon d'incorporer, d'incarner, de matérialiser, de réaliser l'esprit humain, la spiritualité, l'âme humaine. Or, on passe maintenant à l'Isabelle. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, le plus grand défi pour vous quand vous créez vos œuvres? Moi, j'ai beaucoup d'abondance. J'ai toujours dit aux gens, on pourrait me réveiller à 2 heures du matin, puis j'ai toujours des idées. Ça coule, je peins, j'ai du plaisir avec, mais comme les autres artistes disaient, c'est sûr que c'est toujours mieux quand je suis seule. Et la musique, c'est non négociable. Donc, sans musique, j'ai la misère à respirer. Donc, ça me prend ma musique, c'est ça. Et puis, ce qui est très difficile dans mon cas à moi, c'est vraiment le côté physique parce que je peins avec des produits très dangereux, explosifs. C'est très lourd.
Donc, quand on parle d'une œuvre de 5 pieds par 8 pieds que je dois lever moi-même pour mettre dans des étagères pour la polymérisation, physiquement, c'est très difficile. Puis, je travaille toujours avec des masques. Donc, je chante au travers de mes masques, mais j'ai quand même un gros masque de 3M dans le visage. Je suis habillée comme un astronaute, j'ai des gants, je reçois les matières premières sur moi. Physiquement, c'est mon plus gros challenge, mais je me sens aussi très, très connectée quand je peins. Puis, je n'aime pas faire la même chose 2 fois. Puis, heureusement, moi, j'ai toujours eu mes galeries moi-même parce que j'ai déjà été aussi en galerie. Puis, je me suis aperçue que les galeristes, lorsqu'ils voient ce que tu fais, ça se vend. Ils te prennent pour un petit robot, puis ils te demandent, ils te placent des commandes, puis tu dois les écouter. Puis moi, j'ai jamais écouté personne depuis un très bas âge. On me dit pas quoi faire. Donc, j'ai eu la chance. Puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, puis beaucoup de thématiques. Donc, j'ai toujours fait ce que je voulais, quand je voulais. Puis c'est ça aussi qui fait que mes collectionneurs peuvent avoir 5, 6, 7 pièces parce que s'ils veulent un cheval, comme je disais tantôt, j'ai beaucoup de thématiques et beaucoup de couleurs. Donc, pour répondre à la question, moi, c'est vraiment physiquement, mais le reste, c'est l'abondance. Là. Je suis jamais en arrêt. Là. Je pourrais même aller peindre dans 5 minutes. Je regarde dans ma maison puis je m'ennuie déjà. C'est mon plus beau, ma plus bel espace. Merci, Isabelle. Monique Desiprou, qu'est-ce que vous trouvez, vous qui êtes musicienne, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Isabelle. Je pense qu'Hélène parle en même temps que j'entends Hélène. Hélène Goulet, vous êtes là? Oui. Elle ne vous entend pas, je crois. Oui, je peux vous voir. Non, nous avons déjà avancé. Alors, Monsieur Drolet, si vous voulez bien, on va fixer l'objectif sur Monique Desiprou pour enchaîner avec cette question. Qu'est-ce que vous, Monique Desiprou, qui êtes musicienne professionnelle, qu'est-ce que vous trouvez le plus grand défi, le plus difficile quand vous créez des œuvres d'art visuel? Je dirais que c'est à la fois la chose la plus difficile et à la fois la chose la plus extraordinaire. Ce que je recherche, c'est premièrement la solitude. Plusieurs en ont parlé, je crois que c'est essentiel, mais c'est ce moment de plénitude où le tableau que je fais me surprend moi-même. Et je me découvre à travers le tableau. Ça, c'est le plus grand défi et c'est aussi la plus grande joie parce que moi, chaque tableau est une aventure particulière et j'ignore où je m'en vais. Et quand je découvre quelque chose qui me plaît, je me surprends moi-même à voir ces images que je soupçonnais pas. Ça, c'est le plus grand défi, c'est de retrouver cette connexion avec moi-même, en fait, qui fait que je peux peindre et être étonné par le résultat de l'acte de peindre. Alors là, vous rejoignez, n'est-ce pas, ce que disait Noël de Roux-Lemos, cette question de la solitude, ou dans le cas de Vassil Triff, de l'aspect spirituel, et une des raisons que j'ai intégré les arts visuels auprès des étudiantes universitaires prises dans cette course folle parce qu'ils sont dans votre salle de classe, puis là, ils courent à la prochaine salle de classe, puis ensuite à l'autre, puis ils font ça 4, 5, 6 fois chaque jour. Je me suis dit, mais à quel moment peut-on respirer, prendre son souffle? Or, en tant que spécialiste en sciences des religions, je lisais les psaumes dans la Bible, les psaumes dans les Écritures saintes, les psaumes qui sont dans la Bible hébraïque. Et vous savez ce que c'est, les psaumes? Ce sont des chansons. C'est de la musique. C'était d'abord musical et ensuite transcrit en poésie. Or, dans un des psaumes, et là on voit ce lien foncier entre la musique, la littérature et la spiritualité, parce que les psaumes, on les compte parmi l'héritage mondial littéraire. Eh bien, il y a un psaume de David, du roi David, roi d'Israël, où il disait à quel point
il lui fallait communier avec lui-même. C'est ça que vous voulez dire, Monique Desiproux? C'est ça que vous voulez dire, Noël de Roux-Lemos? C'est que faire de l'art visuel, c'est communier avec vous-même, avec soi-même? Absolument, c'est exactement exactement ce que je signifie, exactement ce que je ressens dans ce que je vous dis. Et c'est ce qui est difficile, c'est de trouver les moments pour arrêter, pour s'arrêter et s'isoler et entrer en communion avec soi-même, comme vous le dites si bien. Alors, Hélène Goulet, est-ce que vous êtes parmi nous maintenant? Est-ce que vous nous entendez, Hélène Goulet? On dirait que non. On la voit, mais on n'entend pas. Or, on va passer à la troisième question que je vais poser à chaque artiste. Je vous ai choisi en tant que commissaire, en tant que critique d'art, parce que j'estime que chacune de vous, vous avez une signature qui vous est propre. Quand je vois vos tableaux, quand je vois vos œuvres, je sais d'emblée, ah, ça c'est Isabelle, ah, ça c'est Monique Desiproux, ah, ça c'est Vasile Trif, ah, ça c'est Noël de Roux-Lemos. Mais pour articuler cette identité artistique, pour articuler cette signature qui est la vôtre, il y a des moyens pratiques. On appelle ça la technique ou les techniques. Or, je vais demander d'abord à Janine Boutillier quelle est votre technique ou vos techniques. Est-ce que vous vous servez de spatule, vous vous servez de toile, du bois, acrylique, aquarelle, pastel, des petits pinceaux? Quels sont vos instruments et votre technique, Janine Boutillier? Je suis autodidacte, mais pas tout à fait. En ce sens que j'ai suivi beaucoup de cours, mais des cours. Moi, j'entends bien. Très, disons, ponctuels. Bon, j'en ai suivi un peu partout, là. J'en ai suivi en Angleterre, en Californie, mais j'ai suivi aussi des cours d'aquarelle. Alors, ma technique, c'est comme... je peins à l'acrylique parce que je ne suis pas capable de sentir l'huile. Les pinceaux, je commence avec un pinceau assez gros, puis je finis toujours à peu près par un pinceau petit. Ma technique, c'est... Je ne sais pas si j'en ai une technique. C'est juste que je me dis toujours, ce que je veux, c'est faire vibrer la peinture. Je veux que la couleur chante. Alors, ce que tout le monde me dit, c'est qu'il faut être... Moi aussi, il faut que je sois seule. C'est sûr que c'est un retour en moi-même quand je peins. Et ma technique, elle évolue, c'est-à-dire que je suis plus subtile qu'avant. Je sais, j'ai encore les mots me manquent. J'écoute tout le monde, puis ils ont rationalisé. Moi, je n'ai pas vraiment rationalisé. C'est ce que je fais. Voilà. Mais vous faites aussi des pastels. D'ailleurs, j'ai choisi un pastel. Donc, ça veut dire que vous travaillez avec d'autres médiums. Oui, je travaille le pastel à l'huile, puis je travaille aussi le feutre, je trouve que l'un influence l'autre. Le pastel m'a amené à faire finalement des petits points parce que je l'avais développé au pastel et puis je l'ai transposé après ça à l'acrylique. Mais c'était pas évident au départ. Au départ, j'ai commencé par peindre des aplats, mais puis après ça, c'est venu les petits points. Et vous avez souligné, Janine Boutillier, une des raisons que vos œuvres, Jazz Session 1, Jazz Session 2, Jazz Session 3, ainsi que le pastel qui est là, vous avez parlé de vibration. Eh bien, quel est le terrain commun, le dénominateur commun entre les arts visuels et la musique? C'est justement les vibrations, les oscillations, les ondulations, les vagues, tout comme en communication, la radio, entre autres Radio Infocité. Et c'est très intéressant de voir comment vous avez miroité vibration,
vague, ondulation, modulation et un peu exactement ce qui se passe quand on fait de la musique. Oui, mais je connais pas la musique. Alors, je veux dire, ça vient comme si c'était. Je l'écoute, peut-être que je transpose qu'est-ce que j'entends, je sais pas. C'est peut-être Je dirais que c'est inné dans votre cas. C'est inné et ça me renvoie à Carl Jung et l'aspect de la conscience, la conscience collective, c'est comme imprégné en soi sans s'en rendre compte. Il y a une chose qui me détermine, c'est que je veux que celui qui le reçoive, je peins toujours des couleurs très vives. Je veux que ça donne du bonheur. Je veux que que c'est pas pessimiste, que ce soit une énergie positive. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est tout ce que je pourrais dire. C'est ça qui guide ma technique, finalement. C'est que ça donne du bonheur. Et je travaille en gros, puis aussi en petit, jusqu'à temps que la couleur change. Pour moi, c'est ça qui donne le bonheur. Oui, en fait, un peu comme Debussy en musique, au piano, au clavier, lui qui a effectué un changement de paradigme dans la composition de la musique classique, on parle de Debussy comme chromatiste. Et d'ailleurs, c'est encore un lien commun entre les arts visuels et la musique. Le chromatisme musical de Debussy, eh bien vous, c'est le chromatisme des couleurs, des formes dans vos tableaux. Oui, Allez-y. J'utilise jamais le noir. Jamais, jamais, jamais. Au début, quand je me suis mis à peindre vraiment, j'ai dit qu'est-ce qui pourrait être le plus joyeux pour les gens à recevoir. J'ai pensé que c'était le jaune. Et c'est ça, j'ai fait toute une période jaune. Mais le jaune est comme un peu tout le temps dans mes peintures, mais plus autant comme avant. C'était presque microchromique. C'était une variation sur le jaune, mais ça ne l'est plus maintenant. On parlait tout à l'heure de la Renaissance, c'est cette floraison des arts. Eh bien, dans la Renaissance, la couleur jaune symbolisait la joie. Et effectivement, on peut voir dans vos tableaux, vous fêtez la vie, vous célébrez la vie. Merci. Merci. Alors, eh bien, toujours à Londres, malheureusement, c'est Noël de Roulemos qu'on voit à peine, mais quelle est votre technique? Parce que vous faites flèche de tout bois, Noël de Roulemos. Oui, c'est exactement ce que vous dites. Je suis capable de travailler avec n'importe quoi et que je ramasse n'importe où. Je vous donne un exemple. Quand j'habitais le Québec et nous avions un étang devant chez nous, eh bien, je ramassais du bois qui avait été mangé ou grignoté par les castors. Donc, c'est un merveilleux point de départ pour rajouter quelques clous et quelques effets. Et puis, vous avez un magnifique hérisson. La même chose quand je retournais en vacances au Portugal et que j'écumais les plages très tôt le matin parce que j'adore marcher très, très, très tôt avant que tout le monde n'arrive. Je ramassais des morceaux des déchets rejetés par la mer, des choses qui viennent des bateaux de pêche, des cordes à moitié rongées mais avec des couleurs turquoise sublimes ou orange, des étoiles de mer et vous faites après vous faites des compositions avec ça. C'est une espèce de magie qui se fait sous vos yeux. Vous mettez tout ensemble et vous ramassez aussi. Je me promène à Montréal, je vois un jardin avec une espèce de dépotoir. Puis là il y a une magnifique œuvre que j'ai d'ailleurs exposée hier. Qui a l'air c'est des tuyaux en forme de dentelle et un peu éclatés. C'est même pas moi qui l'ai fait, mais il aurait été au rebut et ramassé avec une pelle dans les jours suivants ou le jour suivant. Donc je l'ai réchappé et j'en jouis. Je l'ai mis chez une amie chez qui j'habitais à Montréal la semaine dernière encore, à côté d'une déesse indienne. Et c'est le sacré et le profane, et les deux ensemble formaient le tout, c'est la vie, c'est ça, le sacré et le profane. Tout est beau si on veut le voir d'une certaine façon, avec un certain regard artistique. Mais artistique est plus que ça, spirituel aussi, ça, il y a quelque chose de très profond dans cette façon de procéder.
Oui, et d'ailleurs, dans une de vos œuvres exposées au Jésus, cœur accommodé, là, vous êtes, à mon avis, comme critique d'art, en dialogue avec le mouvement Dada, post-Première Guerre mondiale, donc le surréalisme qui suit les années 20 et Man Ray en particulier. Et ce n'est pas pour rien, parce que la décennie des années 1920, c'est l'âge d'or du jazz. C'est là où Louis Armstrong établit sa réputation et devient vraiment le maître de cette musique qui était jusque-là en ghetto chez les Afro-Américains. Et bien là, ça devient une musique mondiale dans les années 1920. Et d'ailleurs, dans l'art expo, vous avez également une œuvre que moi, quand je l'ai vue, je l'ai dit, mais ça c'est Matisse. Parce que Matisse, la dernière décennie de sa vie, écoutait le jazz, il l'adorait et il intitulait des œuvres jazz ceci ou jazz cela. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans une de vos œuvres. Mais vous m'avez répliqué non, pas Matisse et non plus non Miro. Donc, ce sens d'humour. Oui. Et je boucle la boucle dans le cadre de Noël de Roulemos. Ce que je trouve, c'est la synergie de prendre des éléments hétéroclites comme les épingles, des objets banals, et vous les avez intégrés, voire esthétisés, tout comme aurait fait ce maître de l'art contemporain, de l'art moderne, nul autre que Marcel Duchamp avec l'urinoir ou encore avec le guidon d'un vélo. Alors, l'avant-dernière, et puis là, on va terminer avec... Je pourrais juste rajouter quelque chose? Mais bien sûr. C'est pas moi qui ai choisi les épingles à nourrice, ce sont les épingles à nourrice qui m'ont appelé. Je suis rentrée chez Dollarama, j'ai vu cet ensemble dans un petit paquet d'épingles à nourrice argentées et dorées, et il me fallait les acheter. Donc, ce n'est pas moi qui décide, c'est l'objet qui me cherche. C'est juste ça. Alors, Vassil Trif, votre technique, vos instruments, et vous faites des collages, il y a comme une cohérence compositionnelle, alors qu'à prime abord, on pense que c'est chaotique. Quelle est votre technique? Quels sont vos instruments? Donc, moi, j'utilise les techniques mixtes. J'utilise l'aquarelle, l'acrylique, toutes sortes d'encres, le pastel aussi, et aussi le collage. Mais c'est intéressant de vous préciser que tous mes collages sont faits à partir de mes œuvres qui sont que je les découpais. Donc, tous les morceaux de mes œuvres sont effectivement sont en synthèse et en dialogue pour créer une autre œuvre. Et j'ai réalisé, parce que j'ai commencé à aimer le collage, et j'ai réalisé que ça vient de mon enfance, parce que j'ai aidé mon père à faire des mosaïques byzantines pour les églises, et c'était moi qui coupais les morceaux de verre. Et quand j'ai commencé à faire des collages à partir de mes œuvres, j'ai effectivement aimé à faire que les morceaux dialoguent, vibrent et sont effectivement dans un dialogue à partir de la couleur, des émotions. Et c'est comme ça en grande ligne. Et je fais aussi de la linogravure. C'est grâce à mon ami, le peintre Vladimir Midviki, parce que j'ai fait dans son atelier des cours de linogravure. Donc, mais je l'insère aussi dans mes œuvres. Donc, j'aime le noir, contrairement à ma collègue.
Parce que là, c'est un jeu intéressant entre le noir et le blanc, le yin et le yang. Et j'ai remarqué que notre collègue Isabelle aime aussi le noir. Donc, c'est intéressant de faire... c'est la joie de la couleur qui, effectivement, s'exprime à travers nos œuvres. Donc, en grande ligne... Et je souligne que nul autre que Pierre Soulages a fait de la seule couleur noire. Il fait école dans l'histoire de l'art contemporain avec cette seule couleur noire. Ouais. Et c'est intéressant, Vassil Trifk, vous qui faites des collages, je rappelle à l'auditoire de Radio Infocité que cette forme d'art, ce genre d'art, les collages, eh bien, ce n'est pas une coïncidence, ça remonte également immédiatement le mouvement Dada post-Première Guerre mondiale, l'âge d'or du jazz dans les années 1920. Et pourquoi? Parce que le monde occidental, l'Europe, était éclatée, déchirée, en morceaux à cause de la Première Guerre mondiale, et on a voulu l'exprimer en créant cette forme d'art qu'on appelle collage. Comment raccommoder un monde, une civilisation, une culture explosée, comment en faire un tout après la déchirure. Monique Desiprou, c'est avec elle qu'on va terminer cette entrevue dialogique collective, puisque le temps file. Monique Desiprou, votre technique, vos instruments. Alors, évidemment, ça évolue, hein, mais depuis un certain temps, moi, je travaille sur le bois. J'aime beaucoup travailler sur le bois parce qu'il y a de la solidité et ça me permet de gratter, sabler, coller, revenir en arrière et redécouvrir les strates précédentes. Et aussi, je commence avec, depuis un certain temps, je travaille de cette manière, je commence par faire des tâches sans me demander où je vais. J'ai aucune idée préconçue de ce qui va se passer. Je commence simplement par des tâches en essayant de chercher des contrastes de forme, des contrastes de couleurs, des contrastes de fini ou flou, forme finie, forme bien déterminée ou forme floue. Et il se passe un miracle à un moment donné, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît que j'avais aucunement soupçonné. Et ce moment-là est un plaisir indicible. C'est qu'à un moment donné, oups, je vois quelque chose. Alors, à ce moment-là, je commence à aller dans la direction de ce que la peinture m'a révélé elle-même. Alors ça, c'est la nouvelle, depuis plusieurs années, quelques années, c'est comme ça que je travaille. Et je trouve que des fois, ça a l'air d'être un cul-de-sac, je me demande où je vais, puis tout d'un coup, oups, ça tourne et je découvre. C'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure que c'est une occasion le tableau est une sorte de miroir qui me révèle à moi-même, qui me surprend moi-même. Et quand ça arrive, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment jouissant. Et alors, votre processus créatif est en soi un dialogue. Oui, absolument, absolument. Puis aussi, tantôt vous parliez des liens entre la musique et la peinture, et ça, comme j'enseigne aussi la musique, ça m'arrive tellement souvent de voir le nombre de termes musicaux qui sont des termes qui sont empruntés au monde pictural. On va parler d'une ligne mélodique, on va parler de tonalité qui réfère aux couleurs, on va parler d'harmonie, d'accords, d'accords. Les accords de couleurs, ça existe, mais les accords musicaux, ça existe aussi. Il y a le chromatisme, moi j'ai un accordéon, je joue de l'accordéon, un accordéon chromatique. Alors il y a vraiment beaucoup les gammes chromatiques, il y a vraiment beaucoup de termes qui sont parents, parce que dans le fond, les couleurs, c'est des vibrations, comme vous disiez tantôt. Les sons, c'est des vibrations, les couleurs aussi. Évidemment, quand un tableau raconte une histoire, quand un tableau est figuratif, ben là, ça, c'est plutôt le récit. Mais quand on est dans la couleur, on est dans le monde, c'est un peu la même chose que le monde des sons. C'est donc dire que le langage des arts visuels s'apparente avec le langage musical. Tout à fait, oui. Et donc, en conclusion, parce qu'on parlait de beaucoup de choses, mais quelqu'un avait utilisé un mot, pour moi, fort révélateur, faire de l'art comme thérapie.
Et l'art-thérapie est une discipline académique maintenant, Ben oui. dans les universités. Et pour cause, on parlait des collages créés dans le mouvement Dada en réponse à la Première Guerre mondiale. Eh bien, les collages, en quelque sorte, nous montrent les cicatrices, les blessures, et on veut penser un monde en crise. Donc, il y a quelque chose dans l'art peut-être de pansement, de guérison, de thérapie. Personne vit et personne sort de la vie indemne. On tient à remercier à la régie Jean-Marc Drolet. On déplore l'absence de la doyenne de l'exposition pour Hélène Goulet à cause des problèmes techniques. Elle aussi fait partie intégrante de cette exposition. Elle devait nous joindre. Et je tiens à souligner l'artiste de la Corée du Sud, Sun Ja Park. Je souligne également une artiste qui m'émerveille, Lise Leroux, et de plus Verona Sorensen. Donc, ce sont d'autres artistes à découvrir au Jésus 1200 rue de Bleury, l'Art Expo, qui est en cours tous les jours, sans exception aucune, jusqu'au 16 juillet, inclusivement. Merci à Janine Boutillier, merci à Noël de Roux-Lemos, merci à Vassil Trif, ainsi que l'Isabelle Filiatro et Monique Desiprou, et surtout, merci à Radio Infocité.